Il y a une équation que j'ai bien expliquée, je vais te l'expliquer, je sais pas si t'en as entendu parler. J'appelle ça l'équation magique. Une créa, c'est pas juste de l'art. Une créa, c'est la combinaison de les différentes choses qu'on est en train de parler. Ouais. Donc en fait, si on met la créa sous forme d'équation, ça donne une créa, c'est un format auquel tu appliques un angle marketing pour un persona, pour un produit. 100%. La formule magique, ça donne format fois angle marketing fois persona fois produit. Exactement. En fait, ça, t'as ta vidéo et il te suffit d'enlever une variante pour avoir une autre vidéo. Salut Rohin et bienvenue sur le rendez-vous marketing, je suis trop content de t'avoir. Salut Danilo, merci pour l'invite. On a galéré à savoir, mais on a réussi à savoir. Ouais, c'est sûr que c'était pas facile de t'avoir dans le sens où on voulait le faire il y a 2-3 mois. Et là aujourd'hui, on est là le 20 décembre enregistré en toute fin d'année. Comment ça s'est passé pour toi l'année chez 900K? Plutôt bien. Enfin, globalement, je suis plutôt content. C'est de plus en plus difficile. C'est un peu normal. Pour scaler ton business, c'est de plus en plus compliqué. Ouais. Mais on a fait plein de trucs. On a agrandi l'équipe et on développe des petits paliers petit à petit. Donc, globalement, ça se passe bien. Ouais. Quand tu dis l'équipe, tu parles de l'équipe créa, du coup, dans ce cas-là? L'équipe créa, ouais. Genre, il y a 2 ans, on était 2. Ouais. Aujourd'hui, on est 7. Vous êtes 7 dans l'équipe créa. Ok. Je pense que ça faisait partie de mes questions. C'était en gros, à quoi ressemble l'équipe créa? Mais peut-être pour commencer, genre, tu peux peut-être nous expliquer un peu plus ce que tu fais chez 900K, depuis quand tu es là, quel est ton rôle. Et après, on se focus sur l'équipe parce que c'est clair que 900K sont hyper connus sur la partie Meta Ads, dans le sens où vous avez des très très bonnes publicités et vous les faites vous-même. Vous n'avez pas d'agence qui les fait. Ouais. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Moi, je suis lead acquisition. Et lead acquisition, c'est-à-dire gérer l'acquisition. Okay. C'est-à-dire m'occuper de rapporter de nouveaux clients à la boîte. Ok. Et un gros focus de quand tu rapportes des clients à la boîte et que tu fais des pubs sur les réseaux sociaux, parce qu'on fait principalement que des pubs sur les réseaux sociaux, bah, le gros focus, c'est les créas. Du coup, je me qualifie aussi de creative stratégiste. Okay. Genre, sur 100% de mon taf, il y a au moins 75% du temps qui est dédié à faire de la créa. Le reste du temps, c'est de grosso modo chapeauter le media buying avec une agence. Qui ouais, tu as une agence qui fait le media buying. Et... C'est ça. Donc maintenant, il me dégage du temps, etc. Mais voilà, mon gros focus, c'est la créa. Et s'il y a d'autres problématiques d'acquisition, je peux être dedans aussi. Ok, je comprends. D'accord. Et donc là, tu disais que tout doucement, tu avais une équipe qui s'est construite. Vous étiez 2 au départ. Au moment où vous étiez 2, je suppose que tu étais là au niveau créa pour chapeauter et réfléchir à quel type d'axe de concept vous allez développer. Et vous aviez, je suppose, une graphiste ou une graphiste qui faisait les formats. En vrai, on avait une graphiste, mais on n'a jamais fait trop de statique. Ouais, c'est vrai. Mais on avait, il y avait le fondateur, le cofondateur qui se prête à l'image. Ouais. Et on avait, à l'époque, elle était en apprentissage et en CDD juste après, la personne. C'est grosso modo elle s'appelle Anaïs, c'est notre chargée de prod, montage. Okay. C'est elle qui montait et qui tournait. Moi, je faisais les briefs. Des fois, je me prêtais au tournage. Je gérais le tournage avec elle. On était Émeric, Anaïs et moi sur le set. On faisait le tournage. Et on faisait ça tout seul au début. Et au fur et à mesure, on a recruté plus de créateurs stratégistes, plus de monteurs. C'est vrai. Donc là donc on peut peut-être arriver là-dessus. Donc l'équipe, elle ressemble à quoi aujourd'hui? L'équipe créa, est-ce que vous avez un studio créa en interne? Donc studio créa veut dire que vous produisez des formats uniquement dédiés, je pense, à l'acquisition en ligne sur Meta. Et vous avez des personnes qui ont différents rôles dans l'équipe et qui on a en fait s'occupent de ça. On a 3 créateurs stratégistes. Ouais. Donc ces 3 créateurs stratégistes font 3 équipes. Du coup, il y a moi et 2 nouveaux créateurs stratégistes qui font le taf aujourd'hui. Et chaque personne a une petite équipe. C'est-à-dire que moi, j'ai juste une CDI avec moi, qui est à temps plein du coup. Et les autres créateurs stratégistes, ils ont grosso modo des monteurs en apprentissage, entre 1 et 2, ça dépend. Et du coup, ça fait à peu près 3 pôles. Et on essaie de faire en sorte que ces 3 pôles-là produisent un nombre de vidéos. Ouais. Et on a chacun notre façon de faire. Moi, j'aime bien les trucs un peu drôles, décalés, très modernes et jeunes. Les autres, ils font des choses un peu différentes. Donc, avec ces 3 personnes-là, on a 3 cerveaux différents et on produit tous les contenus de la boîte. Ah, ça, c'est hyper intéressant. C'est qu'en fait, chaque personne qui est un peu différente dans sa manière de penser les formats ads. Ouais. Et du coup, ça fait que tu as un mix de formats que tu ne pourrais pas avoir si tu les faisais toi-même directement. Mais est-ce que tu en as qui sont plus focalisés sur juste faire justement du FGC, UGC, d'autres juste de la statique, ou c'est vraiment, tu fais un peu ce que tu veux tant que ça marche? En fait, de base, on fait un peu ce qu'on veut, mais il s'avère que par l'expérience qu'on a, on est plus focus sur des choses. Donc moi, par exemple, j'aime bien faire des trucs drôles, donc on fait beaucoup de choses en interne, rapides. Ouais. Donc c'est-à-dire que moi, je fais beaucoup les conneries que tu vois dans la rue, où on court, on parle aux gens, on fait des micro-trottoirs, etc. Avec mon fondateur aussi. Ouais. C'est les vidéos que tu vois, c'est plutôt notre équipe qui gère. Ouais. Ma deuxième collègue qui s'appelle Inès, qui est aussi créatrice stratégiste, elle fait plus des UGC. Ok. Avec des créateurs directement ou... Ouais, avec des créateurs, ou même elle-même en ce moment. Elle fait beaucoup elle-même. Ou genre, elle ose beaucoup. Donc en fait, quand elle fait faire des conneries dans le métro, c'est elle qui y va. Nous, on ose moins. Et après, il y a une autre créatrice stratégiste qui s'appelle Manon. Et elle fait un peu de tout. C'est-à-dire là où elle est à l'aise, genre des créas en podcast, des sortes de reportages, même de l'UGC, elle fait un peu de tout. Ouais, donc tu as énormément de vidéos finalement. Ouais. Pas tant de statique. Ouais, ça faisait, ouais, dis-moi. Si tu veux un objectif, on sort 60 vidéos par mois
60 vidéos par mois. 60 nouvelles vidéos. Nouvelles vidéos, c'est ça. Je compte même pas les V2 ou les déclinaisons. Les V2 et déclinaisons. 60 nouveaux concepts. Nouveaux concepts vidéo, des trucs qui n'ont jamais été testés. Ouais, c'est ça. Et comment vous avez toujours des nouvelles idées en fait? Comment est-ce que vous gérez ça? Ça, c'est le truc le plus dur. Ça. Ouais, c'est clair. En fait, alors quand je vais expliquer plus clairement, il y a beaucoup de gens qui pensent que la créa, c'est assez abstrait. Ouais. C'est-à-dire que quand je parle à des gens qui débutent en créa ou quoi, ils se disent bah en fait ils vont tout raconter et c'est tout. Ils savent qu'au début il faut grosso modo commencer par un hook, après il faut parler de quelque chose et après tu dis aux gens ce qu'il faut faire, le CTA. Et en fait quand tu prends du temps à réfléchir, et c'est ce que j'ai réussi à faire au bout de 2 ans, c'est que tu comprends que la créa c'est de l'art, mais derrière cet art il y a de la science. Et en fait quand tu arrives à appliquer une certaine méthode, une certaine réflexion, tu arrives à faire en sorte qu'à partir d'une idée, tu arrives à faire 40 choses. Ok. Donc ça, si tu veux, je reviendrai après en détail. C'est un peu complexe, mais on essaie de faire en sorte que dès qu'on a une idée, on arrive à faire beaucoup de choses. Donc déjà, on va vite. Et dès qu'on apprend quelque chose, dès qu'il y a un truc qui marche, on le décline en beaucoup d'exemples. Je vais donner un exemple. Vas-y, tu peux. Ouais. Là, on est en train de faire une interview. On pourrait le faire sous format d'ads. Je pourrais très bien pitcher mon produit là et ça ferait une pub. Exact. Si je vois que ça marche, bah, je vais le décliner à tous les autres produits. Déjà 5 créas différentes pour 5 produits. Totalement. Je peux le décliner, cette fois, c'est pas moi, mais c'est mon cofondateur. Je peux le décliner, c'est pas moi, c'est une meuf qui a 40 ans. Tu vois, je change un peu de personnage. Mais ça reste un concept. C'est ça. Ça reste un concept. Mais la variante que j'enlève à chaque fois, c'est le produit, le persona et l'angle. 100%, ouais. C'est ça. Mais là, tu as dit que tu avais quand même 60 nouveaux concepts. C'est ça que je trouve impressionnant. Ouais. Nouveaux concepts, je trouve ça incroyable. Ouais. En fait, pas concept, c'est-à-dire un fake podcast, c'est un concept. Ouais. C'est 60 nouvelles vidéos. D'accord, 60 nouvelles vidéos basées sur ce concept-là. Qui peut être sur 10 concepts différents, ou 5 concepts différents, ou 3 concepts différents. Genre. Ok. C'est vrai que je pense qu'il y a déjà, même au niveau créa, je pense que même chez moi, parfois, la distinction n'est pas toujours claire. Tu vas voir, pour moi, tu as le concept, tu as le persona, tu as l'axe. Je pense qu'il y en a qui confondent axe et concept déjà. On a tous des définitions différentes. Moi, si tu veux ma définition, l'angle marketing, c'est la première chose que je vais dire dans une créa. Ok, première chose que tu vas dire. Comment j'aborde c'est un peu ton produit. Ok. Ouais, en fait, c'est comment je vais aborder la créa dans son ensemble. Et généralement, la façon dont tu abordes ta créa, c'est la chose que tu dis en premier. Je comprends ce que tu veux dire. Pour moi, ça va être l'axe. Ça va être le message clé de la créa. Moi, je dis angle marketing. D'accord, ok. On peut dire axe, angle marketing, c'est pareil. Ouais. Après, tu as le format. Et toi, tu dis concept, j'ai remarqué. Moi, je dis format. Tu dis format, ok. Ouais, pour moi, concept, ça va être nous VSE, bénéfice. Ça peut être un FGC, ça peut être social proof, par exemple. C'est le papier cadeau dans lequel la créa est emballée. Genre, c'est l'aspect du truc. Tu vois. Tu le dis bien, ouais. Voilà. Et après, tu as le persona, là, on est d'accord. Ouais, on est d'accord. Et après, tu as le hook. Voilà. Ouais, tu as le hook, c'est plus comment tu vas capter l'attention. Pour moi, c'est toujours comme ça que je l'ai vu, que ce soit pour une vidéo ou même pour une image. Qu'est-ce qui va faire que tu vas retenir que ça va retenir ton attention quand tu vois la pub. Ouais, voilà. Donc, juste pour définir le terme, voilà, on se comprend. Au moins, on est sur là-dessus. Mais dans tous les cas, vous pouvez lancer 60 nouvelles vidéos qui peuvent être basées sur un nouveau concept ou 10 nouveaux concepts. C'est ça. Ok. Mais je ne prends pas en compte les hooks. C'est-à-dire, s'il y a une vidéo, on l'a fait en 3 hooks. Voilà, ça tu les prends pas en compte, parce que pour toi, le fait d'avoir plusieurs hooks, c'est des déclinaisons à la fin de la journée. C'est pas une nouvelle vidéo, c'est une déclinaison de la vidéo. Peut-être rapidement pour toi, des déclinaisons, c'est quel genre de déclinaison que vous faites? Je te dis pour moi, c'est nous, ça va être sur le format, ça va être sur le hook, ça va être sur le concept également. Et pourquoi pas, enfin pour moi, quand tu passes sur un autre axe, là, tu es pas vraiment dans une déclinaison. Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire que il y a une équation que j'ai bien expliquée, je vais te l'expliquer, je ne sais pas si tu en as entendu parler. J'appelle ça l'équation magique. Non. C'est-à-dire qu'une créa, en fait, comme je dis, une créa, c'est pas juste de l'art. Une créa, c'est la combinaison c'est les différentes choses qu'on est en train de parler. Ouais. Donc en fait, si on met la créa sous forme d'équation, ça donne une créa, c'est un format auquel tu appliques un angle marketing pour un persona, pour un produit. 100%. Donc la formule magique, ça donne format fois angle marketing fois persona fois produit. Exactement. En fait, ça, tu as ta vidéo et il te suffit d'enlever une variante pour avoir une autre vidéo. C'est ça. Donc là, c'est comme ça que tu fais tes déclinaisons. Ouais. C'est ça. Mais c'est ça que j'ai oublié de te dire, c'est que pour moi, une déclinaison, tu vas aussi avoir la déclinaison de produit. C'est que si tu as un bon concept, bah, tu vas décliner sur un autre produit. Ouais. Moi, je considère ça comme une nouvelle vidéo. Ouais. Quand je parle de déclinaison, c'est que j'ai juste changé le hook ou la vidéo a changé quelque chose, tu vois. D'accord. Ouais, je vois ça, ce que tu veux dire. Ça, c'est les déclinaisons, j'appelle ça des V2. D'accord. Ouais. Encore une fois, c'est le vocabulaire, tu vois. C'est genre, est-ce que tu considères que c'est une déclinaison ou est-ce que tu considères que c'est une nouvelle vidéo? Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Nous, on a même un autre truc chez nous, c'est itération. Ça va être changer un tout petit élément dans la créa. Ouais. Ça peut être un arrière-plan, mais ça va plutôt être sur des statiques généralement. Et ça, t'en fais beaucoup, des itérations? Pas tant que ça. Ouais. Pas tant que ça. Je suis d'accord. Parce que c'est plus un truc, tu vois, si tu as envie de tester un peu plus un format, tu as envie de tester genre de manière plus scientifique, un message précis ou un arrière-plan ou un persona, pourquoi pas? Tu vois, imagine, tu vends un complément alimentaire, du collagène.
Tu pourrais l'adresser à une femme de 30 ans ou à une femme de 40 ans ou à un homme de 35 ans et tu pourrais juste voir, en fonction de la personne que tu mets en avant dans la créa, ça répond le mieux sur qui. Moi, je pourrais l'appeler, je pourrais voir ça comme une itération. Si c'est une statique et que tu changes juste le personnage, mais c'est exactement le même format. Ok. Tu vois l'idée ? Moi, tu vois, si je changeais ça, pour moi, ça ferait une nouvelle créa parce que ça influence beaucoup ce que tu vas faire. Je vois. De la créa. Parce que c'est une vidéo, parce que ça va être un autre storytelling peut-être. Ouais, ça peut changer le wording, la façon dont tu as abordé le truc, l'acteur, tu vois. Et il y a un truc, il y a un petit tip que je donne à tout le monde, c'est au niveau des itérations, j'ai l'impression que beaucoup de gens passent beaucoup de temps à itérer le moindre détail. Ouais. Mais il n'y a que 2 raisons qui peuvent être intéressantes pour itérer une créa. C'est soit tu as une créa qui marche bien, dans ce cas, tu changes quelque chose pour essayer de la refresh. Ouais, c'est ça, la refresh, ou éventuellement même faire encore mieux, mais c'est... C'est ça. Ou tu as une hypothèse et tu veux la tester. Sinon, ça sert à rien de refresh. Il y a beaucoup de gens qui me disent, Rohin, j'ai un hook rate à 40%, est-ce que j'ai un hook rate à 40%, mais mon ROS, il est éclaté parce que mon CTR, il est éclaté. Est-ce que je devrais l'itérer ? Non. C'est ça. Ta créa, elle est nulle de base, refais une nouvelle créa. Ça, c'est un truc de base que je dis toujours aux équipes, c'est on itère sur quelque chose qui fonctionne. Exactement. C'est logique. Ouais, d'accord. Et écoute, je veux bien peut-être entrer dans le vif du sujet maintenant qu'on a bien introduit le truc. C'est, pour commencer, c'est quoi pour toi la stratégie créa ? C'est vrai que c'est un terme hyper à la mode depuis c'est nouveau. un an et demi. Un terme qui est utilisé à toutes les sauces. Pour moi, tu vois, je te le dis, mes média buyers, j'aime bien leur dire qu'ils doivent avoir une compétence de stratégie créative, mais je leur demande pas d'être juste des stratèges créatifs. Par contre, quand j'écoute ce que tu me dis, dans l'équipe chez 900care, vous êtes 3 stratèges créatifs. Vous ne faites pas directement du media buying parce que vous avez une agence qui le fait. Du coup, votre rôle est dédié à ça à 100%. Ouais. Moi, j'ai envie de savoir, qu'est-ce que vous faites de vos journées ? C'est quoi les principales focus sur lesquels vous êtes ? Est-ce que c'est de l'analyse, de l'idéation, ou est-ce qu'il y a d'autres choses ? Et puis après, on rentrera plus dans le concret, dans le détail. Généralement, dans nos journées, la moitié du temps, on joue au baby. Non, je rigole. Donc, la stratégie créa, ma définition de la stratégie créa, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Ouais. Pour combien on le fait ? C'est-à-dire le budget. Ouais. Combien on va diffuser derrière ? À qui on s'adresse et comment on l'adresse, tu vois, grosso modo. En fait, la stratégie créa, c'est qu'est-ce que je fais de mes créas ? Et du coup, pour t'expliquer la journée type d'un créatif stratégiste, enfin, la mission type d'un créatif stratégiste, c'est de trouver des concepts, des angles, en fait, de rédiger un concept de vidéo, de rédiger un script basé sur l'équation que je te disais, c'est-à-dire quel format on va mettre en place, pour quel angle marketing, pour quel personnage, pour quel produit. Ouais. De rédiger ton brief. Généralement, typiquement, quand je rédige un brief, j'aime bien faire entre 3 et 6 hooks prédéfinis, c'est-à-dire que j'ai des hooks qui, je sais, marchent souvent, genre jeter un truc en reverse, faire une certaine expression, des trucs comme ça. Donc, le taf d'un créatif stratégiste, c'est trouver le concept, rédiger le brief. Ensuite, il passe ce brief-là à ses collègues qui vont s'occuper de tourner. Ouais. Soit il est sur le tournage pour s'assurer que tout va bien, soit il n'est pas, ça dépend de la maturité de la personne avec qui il bosse. Après, il s'occupe de faire les allers-retours avec les monteurs parce qu'il avait sa vision. Ouais. Mais entre ta vision et ce qui est réalisé, il y a des changements. Du coup, le but, c'est que la vision se retrouve. Après, on lance la pub. Mais du coup, ce n'est pas nous qui lançons la pub. On envoie la pub à notre agence qui fait le media buying pur. Le creative strategist, ensuite, sur plusieurs jours après, il va analyser les perfs. Et tu les analyses seul de ton côté? Tu as les accès au contenu? Le creative strategist, normalement, il est formé à analyser ses créas. Ouais. Et il analyse ses créas et il va décider est-ce qu'on la scale, est-ce qu'on la coupe, qu'est-ce qu'on fait. Ouais, c'est ça. Et excuse-moi de t'interrompre, mais genre, admettons, tu vois qu'il y a une créa qui tourne. Si tu dis à l'agence, coupe la créa, ou ils le font naturellement? Généralement, l'agence, là, elle est plutôt rodée. C'est-à-dire que. Elle connaît les règles. Ouais, c'est ça. Nous, dans notre façon de faire, on donne un budget à une créa. Ouais, c'est ça. Une fois que le budget est dépassé, la créa est automatiquement coupée. Voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est quoi, comment tu fixes le budget pour ta créa? C'est un peu arbitraire. Moi, j'aime bien mettre 20 € par jour, mais c'est totalement arbitraire. Ouais. La règle, c'est plus tu dépenses sur une plus longue durée, mieux c'est. Oh, d'accord, ouais. Donc, il faut bien trouver un compromis. Moi, j'aime bien... En fait, dans ma période de test, je veux juste voir si ma créa va apporter du bon clic et si elle a des bonnes stats de visionnage. Ok. Parce que je considère que si mon brief il a été bien fait, il a été pensé pour faire de la vente. Donc, la vidéo, elle est pensée pour vendre. Dans la période de test, ce que je veux juste voir si elle est divertissante, si les gens la regardent et si les gens cliquent. Parce que naturellement, après, elle sera amenée à faire de la vente. Donc, tu regardes hook rate, taux de clic et éventuellement hold rate. Hook rate, hold rate, CTR. Ouais. Et du coup, CPM. Ok. Et la nouvelle métrique pour les gens qui veulent essayer, c'est First Frame Retention. C'est la miniature, grosso modo. C'est en gros, sur 100 personnes qui ont eu la vidéo affichée, donc l'impression. Combien ont cliqué sur la miniature? C'est ça. Okay, combien on regarde la vidéo? Okay. En fait, tu verras que tu as des gaps de genre, moi je veux atteindre on va dire là, en ce moment, je veux du 85, voire du 90. Tu vois que sur des créas, tu es à 75 parce que ta miniature est totalement décalée. Les gens, ils voient ça, ils zappent. C'est que sur le feed. Oui. Mais tu as des miniatures qui font... Bien sûr, il faut faire attention à ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui négligent
la miniature. Ouais. Alors que c'est un truc hyper important parce qu'il n'y a pas toujours l'autoplay ou même les gens au début ça démarre pas tout de suite, donc ils appuient pas. Ça te fait gratter des perfs. C'est pas le truc le plus important. Ouais. Tu fais tu regardes la miniature automatique de Facebook, tu prends celle qui te semble la plus intéressante. Ouais. Et tu la mets et tu regardes les perfs, tu vois. Et donc, ce que je disais, c'est qu'en testing, je regarde pas forcément le ROS et le CPA. C'est ça. Parce que tu peux pas te permettre de dépenser beaucoup en testing. C'est ça. Si ma créa a des bons hooks, all, CPA, tous les stats sont verts, CPC, CTR et tout, on va la scaler. Ouais. Et après, je vais voir si elle amène de la conversion. Normalement, elle est faite pour amener de la conversion, donc elle amènera la conversion. Je vois ton idée, ok. Mais il peut s'avérer qu'elle a fait des bons clics en testing, mais pas de conversion en scaling. Et si c'est une statique, tu vas juste regarder CTR et CPC, CPM, les trois métriques de diffusion. Ok. Ouais, donc tu as des objectifs fixés là-dessus et tu disais que tu mets un budget 20 € par jour. 20 € par jour, ouais. Voilà. Et au bout d'une semaine, généralement, je prends un learning. Après, parce qu'on a des paniers moyens qui sont plus bas. Oui, si ça va très vite. 50 balles, ça va être différent. Ouais. Et tu peux aussi, en fonction de panier moyen, commencer à regarder le couparage au panier. Ouais, c'est vrai. Tu vois, ça donne une idée de est-ce que ta créa va amener de la conversion. Mais tu vois, si tu as si un panier moyen à 100 balles et que tu as 20 € par jour, au bout de 5 jours, tu as 100 €, si tu as un seul âge au panier, ça change totalement la donne. Tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, tu peux pas vraiment te le permettre. Ouais, dans le cas d'un panier moyen à 100 €, tu dois. Pour moi, j'attendrai au moins 2 à 3 fois le CPA cible pour vraiment bien dépenser le budget. Ça se discute, ouais. Voilà, donc c'est complexe. Ouais. C'est vrai que, mais en effet, dans votre cas, je trouve que c'est un peu plus facile parce que le panier moyen, il est faible. Donc, tu as très vite des learnings, tu vois très vite, tu as toujours plus de clics naturellement parce que ça attire plus l'attention et c'est un produit qui est un peu moins engageant que d'acheter quelque chose qui coûte cher. Donc, je suppose que vous avez des bons taux de clics et que tu peux vite observer les choses. Moi, ce que je recommande aux gens, c'est en testing, basez-vous sur le CPC. Et si la créa a été faite pour la conversion, passez-la en scaling. Ouais. Par contre, si elle a un bon CPC et que tu sais que ta créa elle est plus divertissante qu'autre chose parce que tu n'as pas trop parlé de ton produit, tu mentionnes pas trop le problème des gens, bah fais attention. Tu vois, oui, ça. Super CPC, mais. C'est ça qu'on dit tout le temps. C'est que là, tu as parlé beaucoup de métriques d'attention, on va dire. Ouais, voilà. Mais tu n'as pas vraiment de métriques de conversion dans ta phase de testing. C'est ça. Donc, tu pourrais aller mettre en conversion pure et dure une créa divertissante qui a bien fait cliquer, qui a attiré beaucoup l'attention, mais qu'après, derrière, ça fasse un flop. Ouais. Mais en soi, tu t'en fous parce que tu te dis qu'elle est faite pour convertir au départ. Ouais, si elle est faite pour convertir au départ, ouais, c'est le but. Mais si je fais une créa, je me dis ça va être de la visionnage, bah là, c'est une autre strate, tu vois. Et là, on parle encore d'autre chose. Nous, on fait que des créas conversion. Oui, c'est ça. Donc, le but, c'est de générer un achat, générer une première transaction. Ouais. Au niveau des formats, est-ce que tu as une préférence pour un format ? Ça dépend. Si tu me poses la question, est-ce que en termes de perf, en termes de kiff, en termes de... En fait, la réponse, c'est tout. Faut tout faire. Moi, personnellement, j'aime bien faire des trucs avec mon fondateur parce qu'il y a toujours une vibe. Genre, il pitch le produit comme personne parce qu'il le connaît trop bien. Il connaît les clients. On l'a vu plusieurs fois. Tu vois, tu t'accumules dans sa tête et tout. Moi, j'allais te poser la question, après je te laisserai continuer, mais est-ce que Aymeric a toujours autant de succès en ad, sachant que ça fait vraiment longtemps qu'il le fait? Moi, je l'ai lu sur le podcast il y a 2 ans, tout pile. Ouais. À ce moment-là, ça cartonnait. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore le cas? Ouais. Okay. En fait, ça va dépendre. C'est pas que forcément parce que c'est lui. Ouais. Ça va dépendre du format, mais il s'avère que nous, on a un format qu'on appelle Brut-like. Donc, c'est un peu ce que tu appelles, toi, le FGC, Founder Generated Content. Et en fait, avec ce format-là, on a le temps de faire un peu de storytelling. Tu vois. Dans un UGC, tu ne peux pas trop faire. Tu peux, mais c'est moins fort. Alors que quand c'est le fondateur qui fait du storytelling en mode « je me suis rendu compte de ce truc-là » ou « j'ai remarqué ce truc-là » ou tu savais que dans un déo, il y avait une arnaque. Moi, je ne supporte pas les arnaques, du coup, j'ai décidé de faire ça. Tu vois, c'est un beau storytelling d'un mec qui s'est rendu compte d'un truc, il n'était pas d'accord avec ça. Là, on a fait une vidéo il n'y a pas longtemps où on dit grosso modo, on s'est pris un taquet de la part d'un grand groupe. Donc en fait, on commence en brûlant une feuille et on dit que il y a un grand groupe qui nous menace de procès parce qu'apparemment, on a montré leur gel douche. Okay. Alors, on l'a caché, mais grosso modo, il a été reconnu. Tu vois, ça a été reconnu, ok. C'est ça, et c'est une histoire vraie. Et du coup, on dit aux gens, je fais le lien en mode... en tant que petite marque, se prendre des coups de taquet de la part d'un grand groupe comme ça, ça fait peur. Donc, nous, on ne peut pas tenir un procès comme ça. On ne peut pas tenir contre des grands groupes qui ont un budget illimité. Mais nous, on ne se laissera pas abattre parce qu'au final, ce qu'on a fait, c'est que dire la vérité. Ce n'est pas notre faute si ton produit, il n'est pas... Tu vois, vous avez mis ça comme axe ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, grosso modo, vraiment, la structure de la vidéo, c'est on s'est pris un taquet d'une grande marque. Ouais. Mais nous, on n'a rien à se reprocher, on fait que dire la vérité. La vérité, c'est que dans un jet d'eau, c'est 80% d'eau et que c'est du plastique que tu jettes. Et on demande aux gens de nous soutenir parce que s'ils sont d'accord avec ce constat-là, tu vois, on a la chance de faire un produit qui a du sens, genre dans tous les termes de sens, tu vois. Ouais. Et on dit aux gens, si vous voulez nous soutenir, soutenez-nous en likant ou en partageant ou en commandant notre kit, en voyant si ça vous plaît, tu vois. Et cette vidéo, elle cartonne parce que les gens, ils kiffent donner du sens à leur achat. Quand tu dis que tu achètes,
tu soutiens un. Là, tu te bats contre quelqu'un, surtout. Non seulement tu achètes un truc qui a du sens pour toi, parce que tu sais que tu fais une bonne action, mais en plus, ça, tu es contre un ennemi. Ouais. Et là, dans ce cas-là, l'ennemi, c'est le grand groupe. C'est un peu l'angle David versus Goliath, j'aime bien ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et justement, là, on parle d'angles. Tu as des angles créatifs là, qui sont particulièrement performants et qui peuvent s'appliquer chez d'autres, pas juste chez 900K, bien sûr. David versus Goliath, c'est toujours David cool. versus Goliath, ok. Ouais, y en a d'autres, il y a l'histoire du fondateur. L'histoire du fondateur, généralement, directement. Il y a toujours un truc parlant. Ouais. Si tu arrives à... Après, toujours le plus efficace, c'est tu abordes le problème, toujours, tu abordes la solution. Des fois, c'est pas un problème, c'est un constat. C'est ça. Mais des fois, c'est relié. Et parfois, si ton problème il n'est pas assez clair, exemple nous, j'aime bien l'agiter. En fait, ce que la structure, c'est problème, agitate, solution. Tu vois, si je donne un exemple, ça va être trop parlant. Si je fais un problème-solution, je te dis, dans un jet de douche, c'est 80% d'eau. Ouais. Moi, j'ai créé un jet de douche sans eau. Tu vas dire, ok, mais je vois pas trop ce que tu veux dire. Si je dis que dans un jet de douche, c'est 80% d'eau, alors que l'eau, on l'a déjà dans notre robinet, et pourtant, elle est transportée dans des grands camions qui polluent, et en plus, la bouteille en plastique, tu vas la jeter pour créer des déchets plastiques pour rien. C'était l'agitate. Moi, j'ai créé 900K. Les gens ont compris 100%. Pourquoi c'était un problème, pourquoi c'est grave, j'agite. Et la solution. Ah, mais ça, j'entends beaucoup dans les conseils en stratégie créative de justement la phase la plus importante, c'est pas juste de nommer le problème, c'est de l'agiter. Ça dépend. En fait, il y a des fois ton problème il est trop clair. C'est genre, j'avais plein de boutons. Je suis pas obligé de dire j'ai plein de boutons, donc je me faisais harceler à l'école, blablabla. Ok. T'es pas obligé. Je vois ce que tu veux dire. Ça dépend à quel point ton problème il est connu. Ouais. Et si tu as de l'émotion sur laquelle tu peux appuyer, vas-y, agite un peu. Mais dans l'exemple du bouton là, par exemple, t'es pas toujours obligé d'agiter, mais tu pourrais essayer. Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune et que j'apprenais le copywriting, une phrase que j'aimais bien, c'était de trouver un problème dur, donc un problème douloureux, urgent et reconnu. Ouais. Et là, en effet, c'est douloureux, urgent et reconnu. Peut-être que t'as pas besoin de autant l'agiter. Ouais. Et voilà. Ouais. Peut-être une question à te poser. Ça fait plus de 2 ans que tu fais la stratégie créative pour 900K. Je pense que tu disais 3, si je dis pas de bêtises ou... Non, plus de 2. Plus de 2 ans. Plus de 2. Comment tu fais à systématiquement trouver des nouvelles idées ? Est-ce que tu as des techniques, des petits trucs que tu mets en place ou des frameworks que tu as développés ? On a parlé de David versus Goliath, pour constamment venir avec des nouvelles idées. C'est le sujet le plus dur. Ah ouais. Et du coup, tous mes tips, c'est... moi, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est j'aime bien regarder ce qui marche en organique et voir comment je le réplique. Ouais, exemple, on a été dans les premiers à faire des podcasts ou des micro-trottoirs. Ouais. Ça vient juste que les podcasts, je consomme beaucoup de Yomi Denzel ou Oussama Ammar. Ouais. Et les mecs, le game des infopreneurs, ils sont posés autour d'une table, ils parlent. Je me dis, mais je peux faire pareil avec mon fondateur. Micro-trottoir, c'est pareil. On a sorti des micro-trottoirs il y a 2 ans. À l'époque où il y avait des mecs qui demandaient à Châtelet pour combien je te touche en bas, etc. Tu vois, genre, des blagues un peu bizarres. Je me dis, en fait, on peut faire pareil dans la rue. Donc, en fait, dès que je vois un truc sur les réseaux sociaux, mon réflexe, c'est de me dire, est-ce que c'est un nouveau concept qu'on est en train de voir, qu'on est en train d'émerger ? C'est une grosse tendance. C'est ça. Est-ce que c'est une nouvelle tendance ? Et je parle pas juste de trend TikTok, je parle de tendance, genre de façon de consommer. Ouais. Et est-ce que je peux l'adapter ? Okay. Par exemple, j'aime bien faire ça avec des youtubeurs. Regarde les concepts des youtubeurs. Okay. Hugo Décrypte, il est posé avec un fond vert et il parle en mode journaliste et derrière, il y a tout qui défile. On l'a testé, tu vois. Ah, vous l'avez testé aussi ? Voilà, c'est ça. Okay. Squeezie qui fait l'imposteur. Je me dis, est-ce que je peux faire un truc avec l'imposteur ? J'ai pas eu l'idée, mais c'est le raisonnement, tu vois. Okay. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est beaucoup de veille créa au niveau des concurrents. Et le problème, c'est qu'en fonction de ton niveau de maturité, tu vas trouver plus ou moins d'inspi. Si tu démarres, il y a énormément d'inspi. Tu vas sur Butech de 900, de Lily Skin, de Boku, tu as plein de trucs. Tu sais pas par où commencer. Ouais, mais tu as tellement de trucs à faire que genre, tu as le temps, tu vois. Oui, tu as le temps. Mais quand tu es un Boku ou un Lily Skin ou un 900K, tu as déjà fait beaucoup de choses. Tu peux plus t'inspirer des gens. C'est à toi de tester des trucs. Ouais. Et là, en fait, c'est beaucoup de trucs loufoques, beaucoup de brainstorm, beaucoup de chat GPT. Dès que tu trouves un truc, essaie de le pousser à fond. Là, en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à des collègues qui sont pas du tout dans la créa, mais genre, je les laisse divaguer et vont sortir des trucs en mode loufoque, mais on dit rien, on note. Et en fait, dans le tas, il y a beaucoup de non, ça marchera pas. Et là, il y a un truc, attends, tu me parles d'une mascotte, ok, il y a peut-être un truc à faire, tu vois. Donc, beaucoup, ça dépend de ton niveau de maturité. Mais genre, ouais, je comprends. En vrai, la plupart des gens qui nous regardent, qui consomment ton contenu, peuvent trouver plein d'idées. C'est ça. Je pense que genre, peuvent trouver plein d'idées. En regardant ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, en regardant leurs concurrents, les grandes marques françaises qui font des bonnes créas, les grandes marques américaines, il y a de quoi durer 2 ans. Ouais, mais comme toujours, et je suis pareil aussi, c'est dur de prioriser. Par laquelle tu commences, comment tu choisis l'idée à remplir. Ça dépend. Tu commences par. Si tu vois une créa d'un concurrent,
tu commences par la créa la plus ancienne, ça sera la meilleure. Voilà, par exemple. Ou alors, si tu vois, moi, si je vois que des FGC, ben, je ferai une FGC. Si je vois que les 5 grosses marques que j'ai benchmarkées font des FGC, c'est que forcément, il faut en faire. Par exemple. Mais au final, tu feras tout. Donc, tu passeras par tout. C'est juste tu finis par tout faire, ouais. Ouais. Et je pensais que tu allais me parler aussi d'un peu d'intelligence artificielle. Est-ce que vous utilisez un peu l'IA, ChatGPT pour développer des idées ou pour même en trouver des nouvelles? De plus en plus, et ça marche de mieux en mieux. Pour l'instant, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on aime bien faire, c'est dès qu'on a un concept qui peut être fait avec de l'IA, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de plans, c'est assez statique et tout, on le fait. Et on teste les scripts là-dessus. Et si ça marche bien, après, on le fera en vrai. Et un truc qui est marrant, c'est que en fait, là, récemment, on a eu là, on est fin décembre, on est le 20. Il y a genre une semaine ou deux, c'était une créa IA qui tournait en top spender pendant une semaine. Et en fait, moi, au début, je me disais, mais non, c'est grillé, tu vois. Mais même moi, je me suis fait avoir. Genre, moi, j'ai demandé à une collègue, tu peux me montrer la vidéo parce que je voulais checker un truc. Elle montre la vidéo, je dis non, mais ça, c'est la vraie qu'on a fait après. Moi, je veux l'autre, IA. C'est ça que j'allais dire, la créa IA. Pourquoi c'est une créa qui a été faite totalement par une IA? En fait, je comprends pas trop bien. C'est Émeric qui s'est fait interroger pendant un podcast, donc qui est posé là, qui est en train de parler avec toi, par exemple. On l'a repris, on a changé son lip sync, on a changé ce qu'il dit. Ok. Et là, d'un coup, il se met à pitcher le déodorant. Non, mais c'est trop fort. Et en fait, ça se voit un peu. Parce que c'est pas totalement corrélé avec ses. Ouais, c'est ça. Mais si tu mets assez de b-roll, c'est-à-dire des plans d'illustration, des petites animations, et que ça reste pas trop longtemps sur sa tête, les gens. J'ai eu aucun commentaire qui me dit IA. Genre vraiment. C'est trop fort. Aucun. Et celle-là, elle était top spender. Et comme tu as dit, au début, vous le faites avec IA, et ça marche bien, vous le faites en vrai. Après, on l'a fait en vrai. Et cette vraie-là est devenue top spender 2 semaines après. Encore top spender, ok. C'est ça. Encore meilleur que l'autre. Elle est redevenue top spender. Les métriques, est-ce que c'était mieux ou pas? Je sais pas. Ouais. Elle s'est remise à spend top spender. Ouais, j'allais dire, de ce que tu me dis là, après, je sais que 900K, c'est particulier. Vous faites un bon investissement. Je ne te demande pas de me dire le montant, mais du coup, il y a des créas qui s'épuisent vite. Ouais. Ou est-ce qu'au contraire, tu as des créas que tu arrives à tenir vraiment dans la durée? En ce moment, c'était le cas. Il y a genre 1 an, il y a des créas qui tournaient depuis 1 an. Ouais. Maintenant, c'est plus le cas. Vraiment, les meilleurs créas. Là, je pense notre meilleure créa. Elle a tourné 1 mois et on l'a coupé la semaine dernière. Là. Ah ouais, ça va trop vite du coup. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est entre 1 semaine et 1 mois. Ok. Pour le moment, ça fait 1 an qu'on n'a pas une créa qui tourne depuis plus d'1 mois. Ok. Après, il y a toujours des créas qui tournent depuis plusieurs mois, mais c'est pas le top spender. C'est dans le top 4, top 5. Dans le top 4, tant que ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais que tu peux quand même garder plusieurs mois. Ouais. C'est ça que c'est impossible à dire. Une créa, combien d'euros tu peux dépenser dessus? Il y en a, ça va être 10 000 euros, d'autres 50 000. Je pense que j'ai un début de réponse. C'est que plus ton angle il est large, logique, tu parles à tout le monde, plus tu as de potentiel. Et j'ai l'impression que moins il y a de visages sur ta créa, plus les gens peuvent s'identifier, plus ça marche. Généralement, les créas les créas qui durent le plus longtemps, c'est soit un persona et un angle qui parlent un peu à tout le monde. Émeric qui parle de son constat, il parle à tout le monde. Soit une créa qui essaye, là en l'occurrence, c'est une créa dans ma tête que j'appelle dinguerie. C'est une créa, le hook, c'est OK les gars, on a fait une dinguerie. Et on monte pas de visage. Et en fait, du coup, c'est que du POV, c'est-à-dire c'est filmé à partir de les mains de quelqu'un. Ouais. Et du coup, n'importe qui peut se reconnaître là-dedans parce que tu es 18 ou 50 ans. Je comprends, ouais. À part la façon dont on a parlé dans la vidéo, il n'y a rien qui t'empêche de te reconnaître ou pas dans le message. Tu vois. Et celle-là, par exemple, justement, elle a duré très longtemps parce que ça s'adressait un peu à tout le monde. Elle a duré 6 mois environ. Et elle est encore là, mais elle ne dépense pas de top spender, mais elle est là depuis 6-7 mois. Ouais, incroyable. Peut-être même 1 an, je crois. Incroyable. Et c'est quoi la place des déclinaisons dans votre stratégie? Genre, tu sais, il y en a qui vont dire, faire 80% de nouveaux concepts et 20% 80% de déclinaisons et 20% de nouveaux concepts. D'autres qui vont dire exactement l'inverse. Vous, commencez? Je pense que ça dépend de ton niveau de maturité et combien de learning tu as. C'est-à-dire que quand tu débutes, je pense que tu as besoin de faire beaucoup d'hypothèses et tester beaucoup de choses. Ouais. Donc, au début, il y a 2 ans, je pense que je faisais genre entre 30 et 50% de variantes. De variantes, pour essayer de tester mes hypothèses. Aujourd'hui, franchement, on est à genre 10% parce qu'on fait que des variantes de choses qui marchent. Oui, voilà. Donc là, finalement, tu fais presque que de la déclinaison. C'est ça. Mais avant, même quand une créa ne marchait pas, je me posais la question de OK, j'ai un bon hook. Par contre, j'ai un hold qui n'est pas fou. Je regarde la vidéo, je me dis OK, dans ce plan-là, je pense que j'ai perdu les gens. Est-ce que j'ai raison? On va faire une deuxième vidéo où je vais changer ce truc. Est-ce que j'avais raison? Oui, non. Et en fait, tu apprends comme ça. Et aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses. Donc, je fais moins de déclinaisons pour apprendre. Ouais. Je fais plus de déclinaisons pour renouveler. Oui, parce que tu sais plus ou moins à l'avance le type de hook, le type de call to action, le type de bénéfice, le type de problème. Le type de rythme, l'ordre des arguments. Je sais beaucoup de choses. Tu sais beaucoup de choses, donc tu as moins besoin de faire des déclinaisons spécifiques en fonction d'une métrique, parce que tu vas analyser plusieurs métriques. Tu vas voir, OK, j'ai un décrochage au niveau du hold rate, donc je vais changer plutôt à la fin ou changer l'ordre.
C'est ça. Et ok. Généralement, quand je regarde une vidéo et qu'il y a un problème sur une stat, bah, quand je regarde la vidéo, je dis je comprends pas. On a fait tout ce qui était bien, ça, selon moi. J'ai pas d'hypothèse qui me vient en tête. J'ai pas de piste d'amélioration. Et ça veut dire qu'en vrai, il faut toujours essayer d'être ouvert en mode qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire. Et en fait, quand tu commences, tu as beaucoup de ce truc-là de qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire. Donc au début, en vrai, mon conseil pour les gens, c'est quand tu démarres dans les ads, teste énormément de choses. Donc limite, une créa sur 2, c'est une itération. Ok. Et à la fin, quand vraiment tu as atteint genre presque 10 000 euros de spend par jour, alors je pense entre en vrai 5-10, tu commences à être un bon client de méta. Ah oui, bien sûr. Là, je dirais que mes itérations, c'est 10%. Ok, d'accord. Parce que tu déclines des trucs qui marchent bien et tu sais plus ou moins ce que tu veux décliner. Dans les 10%, il y a les déclinaisons des nouveaux trucs et les hypothèses. Dans les 10%, attends, je commence à m'y perdre. Donc, tu as les... En gros, si je sors 10 créas, il y en a une qui sera une itération. Ok. Et cette une, ça sera soit une itération parce que j'ai essayé d'améliorer une vidéo qui marche bien, déjà. Ouais. Soit... Ça, c'est pour toi, c'est une itération, ça, quand tu essaies d'améliorer une... Ouais, c'est ça. Ok. Soit c'est une itération d'une vidéo sur laquelle je voulais tester une hypothèse. Oui, je vois. Ouais, je vois. C'est vrai que c'est quand tu le dis, enfin au début tu disais que ça avait l'air assez facile. Maintenant qu'on rentre un peu dans le détail, finalement c'est pas si simple que ça. Pour être un bon stratège créatif, comment tu fais à tester les bonnes choses, à pas trop te perdre dans le fait de passer beaucoup de temps à tester des hypothèses qui vont peut-être pas apporter beaucoup de valeur. Comment tu trouves le juste milieu entre je dois produire des nouveaux trucs qui peuvent vraiment banger, enfin des bangers pardon, et commencer à tester des choses sur des créas qui ont un peu floppé, mais qui, si j'avais testé ça un peu différemment au niveau de l'angle, au niveau de l'ordre des différents rushs, j'aurais pu avoir un meilleur résultat. Bah ça, c'est un équilibre qu'il faut que tu essayes de trouver. Ouais. Et justement, quand je réfléchis à ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense que quand dans ta tête, c'est pas clair, c'est-à-dire que tu connais pas trop tes personnages, tu sens un peu que t'as pas atteint, genre, t'es en train d'apprendre les créas, fais en sorte qu'une créa sur 2, ce soit une hypothèse que tu essaies de vérifier. Ok. Au max, je dirais au max. C'est-à-dire que je dirais toujours fais beaucoup de créa. Okay. Mais quand tu débutes, fais des itérations pour apprendre. Donc maximum 50% d'itération. Ok, quand tu débutes, 50% d'itération. En vrai, c'est ce que je dirais, 50% d'itération. Mais ne tombe juste pas dans le piège d'essayer de tout tester sans aucune raison. En fait, il faut toujours que tu aies une hypothèse dans ta tête. Si tu sors une créa, tu dis elle n'a pas marché. Mais je pense que là, si je change ça, ça marche mieux. Mais là, c'est juste que tu penses, mais là, tu le fais pas. Par contre, si tu dis mes chiffres me disent que j'ai un hold rate à 20% alors que généralement je suis à 30%. Ouais. Mon CTR, il est inférieur. Je pense que c'est parce que j'ai perdu les gens là. Et il s'avère que quand je regarde la vidéo, ici, j'ai pas été clair sur cet argument. Peut-être que les gens n'ont pas compris. Là, ton hypothèse, elle est déjà un peu plus aboutie. Tu la testes et tu la traques, tu vois. Tu changes ce truc-là, tu balances la vidéo, tu la fais en A/B test versus l'autre, la première, et tu vois juste mathématiquement, est-ce que ton hold rate est meilleur ? Oui, non. Oui. Et tu notes ton learning. Il s'avère que quand j'ai changé ce plan-là par ce plan-là, ça a amélioré mon hold rate de 5%. Cool, tu as fait un learning. Ouais, tes learning, je suppose que tu les notes quelque part. Ouais. Ok. Ouais. Au début, je le faisais pas parce que j'étais tout seul. Oui. Et maintenant, on est obligé de le faire. Ouais, tu es obligé de le faire, ouais. Ok. Quel genre de process vous avez dans votre équipe créa ? Genre des trucs vraiment qui sont systématiques. On vient de passer le fait de nommer les learnings. Est-ce que vous avez une sorte de listing de hooks à tester ou les meilleurs hooks, les moins bons On a plein de trucs et grosso modo, tout se centralise autour d'un tableau Notion. Tout simplement. Okay. En fait, j'ai réfléchi à un process. Le process le plus efficace, qu'est-ce qu'il te faut ? Il faut que tu centralises tout. Parce qu'en fait, entre le mec qui te fait les briefs, le mec qui monte, le media buyer qui lance, et ensuite le creative strategist qui analyse les perfs, et en plus le fondateur qui donne une idée ou un collègue qui donne une idée, tu as l'idée qui se retrouve sur une notion là-bas, tu as l'analyse des perfs qui se retrouve là-bas, tout est dispersé. Il faut essayer de tout centraliser. Donc en gros, là, ce que j'ai fait, ce que je conseille aux gens de faire, c'est un tableau tout con où tu as une colonne avec idées dans lequel tu fous les cartes dès que tu as une idée. Là, j'ai une idée en mode, tiens, je vais faire un truc où je vais me couper les cheveux, je vais sortir mon tel, je vais noter couper les cheveux, blabla, je vais juste noter mon idée. Ça sera dans ma colonne idée. Ouais. Après, j'ai une colonne brief en cours. En fait, c'est la semaine sur quel brief je vais bosser. Brief en cours. Tournage à faire. Montage à faire. Une colonne que j'appelle analyse, qui veut dire que la créa a été lancée et en fait je la fous dedans et moi je sais qu'au bout de 3 à 7 jours je vais analyser et grosso modo tu peux t'arrêter là et en fait du coup le process c'est que dès que j'ai une idée je la mets. Ouais. Dès que je commence ma semaine je regarde dans mes idées, je me dis ok ça c'était bien, je vais bosser sur ça aujourd'hui, cette semaine, je fous ça dans le brief en cours, je rédige mes briefs. Sur le process du brief je pourrais en venir après. Je rédige mes briefs, une fois que j'ai rédigé mes briefs je mets ça dans tournage à faire, j'arrobase la personne qui va s'occuper du tournage.
La personne qui s'occupe du tournage, elle a une notif et elle a le tracking de OK, c'est Rohin qui a fait ce script-là, c'est pas Manon, c'est pas Émeric. Comme ça, elle sait qui elle sollicite. Elle organise le tournage, elle tourne, elle peut me solliciter si elle n'a pas compris le brief. Une fois qu'elle a fait ce truc-là, elle met ses rushs dans la même carte Notion, elle passe ça d'un montage à faire, elle arrobase la personne qui va monter, si ce n'est pas elle. La personne, elle a les rushs, elle a la personne qui a fait le tournage et elle a la personne qui a fait le script. Donc, c'est une question, elle sait qui solliciter. Ouais. Elle monte sa vidéo, elle met ça dans le drive. Moi, je récupère la carte, on la lance en créa, je l'analyse. En fait, tu as tout là-dedans, tu vois. Tu as tout là-dedans, ouais. Mais les learning, du coup, ils sont dans la même base de données ou... Il s'avère qu'ils sont ailleurs. Avant, j'avais une colonne learning où je faisais une carte. Mais en fait, il y avait trop de cartes. Donc maintenant, j'ai un autre tableau où tu as hypothèse, créa, learning, le screen. Attends, hypothèse, grosso modo, c'est un peu brouillon parce que ça aussi, je suis en train d'améliorer. Mais grosso modo, il y a plein de trucs. Il y a quelle hypothèse je voulais tester. D'accord, ouais. Quels étaient les screens de cette hypothèse-là, c'est-à-dire un screen des chiffres en mode quelle analyse j'ai faite. Ok, ouais. De quelle vidéo on parle. Les résultats du learning. On a lancé les perfs, voilà le screen après la nouvelle vidéo. Et puis un petit détail de qu'est-ce que ça a donné, pourquoi est-ce que ça s'est amélioré. Et une petite note sur 10 de la fiabilité du test. Okay. À quel point tu estimes que le test est fiable. Si c'est la 4e fois que tu l'as fait, si c'est un petit truc, si c'est juste une intuition. Ouais, je vois. Voilà. Ah, c'est quand même sacrément avancé. Mine de rien, tu as beaucoup de choses, mais c'est juste que voilà, plus tu spends, plus tu testes des choses, plus à un moment il faut que ce soit bien organisé et surtout qu'il y ait une sorte de série, de learning qui s'accumule avec le temps, surtout pour ceux qui viennent d'arriver dans l'équipe ou qui sont encore en train de découvrir le truc. Les learnings, c'est de l'or et tu dépenses de l'argent pour avoir ces learnings. Oui, c'est ça. En fait, tu jetterais quelque chose, tu vois. Non, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? On a parlé de scripting. Genre, tu peux revenir là-dessus. Comment tu fais tes scripts? C'est vrai que tu peux le faire de plein de manières différentes. Parce que toi, tu as une méthode de travail particulière. Donc, quand je fais mon script, j'essaie d'avoir 4 choses en tête. C'est quoi le format? C'est quoi le persona? C'est quoi le produit? C'est quoi l'angle marketing? Toujours comme on a dit, ouais. C'est ça. Quand je fais mes scripts, les gens me demandaient à quoi il ressemble ton script. En fait, il ressemble à ce que tu veux tant qu'il est clair pour la personne qui va le faire. Moi, la façon dont ça ressemble, c'est j'ai hook 1, hook 2, hook 3. Après, j'ai core vidéo. Dans hook 1, il y a écrit ce qui se passe dans la vidéo et ce qui se dit. Donc, en gros, il y a écrit plan, 2 points, script, 2 points. Je vois. Plan, c'est ce qui se passe. Script, c'est ce qui se passe. Je fais au moins 3 hooks. Sinon, ça ne sert à rien de faire un tournage s'il n'y a pas 3 hooks. Idéalement, j'en fais 6 ou 10. Tu fais tous tes hooks et tout. Et après, il y a la partie corps de vidéo. Et corps de vidéo, il y a pareil, il y a plan et script. Qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait. Et dans le corps de la vidéo, tu vas mettre quoi généralement? Ça va toujours dépendre, mais ça va dépendre du format. Il y a quand même des choses qui vont revenir. Du coup, ça va dépendre du format, mais généralement, c'est le constat ou le problème. J'agite ou non, généralement, j'agite. Ouais. Des fois, je l'agite pas, ça dépend. Okay. La solution. Et la solution, c'est la solution au problème. Tu vois, si je remarque ça, c'est que si je te dis que dans un jus, il y a 80% d'eau et que ça pollue, moi, j'ai créé 900 Caire, je vais pas dire j'ai créé 900 Caire, c'est un truc made in France qui est fait à Saint-Etienne. Mais oui, ça n'a aucun sens. C'est pas relié au problème. C'est ça, exactement. Donc ça, il faut pas se faire avoir par ça. Tu choisis l'ordre de tes arguments. De quel argument je vais dire en premier. Le premier argument que tu vas dire, ça doit être la réponse à ton hook et l'angle de ta créa. C'est le truc sur lequel tu vas plus insister. Premier argument, comme on a dit, ouais. C'est ça. Après, tu choisis quelques arguments qui vont venir épauler le premier argument. En fait, c'est les arguments que tu trouves le plus pertinent. Ce que j'invite aux gens de faire, c'est faites une liste d'arguments. Oui. Et faites aussi une liste d'objections. Les objections, c'est ce que j'aime dire, l'objection, c'est ce que ton client va pouvoir avancer pour ne pas acheter. Ouais. Et tu as des objections qui, des fois, sont bloquantes. Il faut que tu les identifies. Si tu vends une paire de chaussures, il y a plein d'objections. Est-ce que c'est vegan? Est-ce que ça a ma taille? Est-ce que c'est waterproof? Ouais. Si tu réponds pas à l'objection « est-ce que ça ma taille ?» personne va acheter parce que tu n'as qu'une seule taille sur ton site. Ouais. Là, tu vois, l'exemple n'est pas fou parce que tout le monde vend des tailles différentes dans les chaussures. Ouais. Mais du coup, identifie les objections les plus importantes. Et tu as ta liste d'arguments, tu as ta liste d'objections. Ouais. Tu décides dans l'angle que tu vas aborder, quel argument tu vas mettre, à quelle objection tu vas répondre. Tu fous ça là-dedans. Quand tu tourneras, tu auras un peu un ressenti sur « ok, 3 arguments et une objection, ça fait 1 minute ». Ouais, c'est ça, c'est qu'il y en a qui se disent ok, j'en mets combien? Est-ce que je mets un argument en objection, 2 arguments, 2 objections? Ça dépend de la durée, de la longueur de la vidéo. D'ailleurs, je pourrais même te poser la question, est-ce que pour toi, est-ce que tu as vu dans des tests, hypothèses, que la longueur de la vidéo avait vraiment un impact? C'est dur à dire. Non, il faut de tout. Il faut de tout. Sur ton compte, il faut du 15, du 30, du 45, du 1 minute, du 3 minutes. 3 minutes carrément. Ouais, bon. Ouais. Les 3 minutes marchent bien aussi. Ok. Je sais plus ce que je voulais dire d'autre par rapport à tout ça, mais ok, c'est clair. Et après, il y avait autre chose par rapport au scripting? Là, c'est le script, et après on pourrait rentrer genre sur le tournage, mais je pense à un autre game encore. Ouais.
Mais sinon, après, une fois que la vidéo elle est tournée, elle est montée, moi, j'ai juste un truc tout con, c'est que je mets une date à J+3 et une date à J+7 avec une notif sur Notion. Et en gros, à J+3, c'est-à-dire environ 60 € de spend, j'ai une notif et je regarde les perfs de la créa. Je ne prends pas de décision, c'est pour regarder. Généralement, je ne prends pas de décision, ça peut arriver. Et après, un autre à J+7, où du coup, je prends un deuxième screen et je regarde l'évolution entre J+3 et J+7. Et tu as déjà une idée en fait, de ta créa. Si ta créa elle a bien démarré à J+3 et qu'elle est toujours stable à J+7, c'est que c'est une créa qui était bien et qui va durer bien. Ouais, je comprends. Si elle est nulle, mais qu'elle devient bien, trop bien, elle a appris en si peu de temps, c'est rare. Soit elle est nulle et elle est encore plus nulle, soit elle est nulle et elle s'améliore, ou elle est nulle et elle est pareille. Tu vois, tu as déjà une idée. Tu vois. Ouais, je vois un peu. L'idéal, c'est évidemment que ça s'améliore avec le temps. Ouais. Tu as 2 ancrages pour avoir de trucs. Donc et à J+7, on prend une décision. Généralement, c'est mon agence qui la prend déjà. Ouais. Mais moi, j'ai quand même une notif en mode... Parce que, comme je t'ai dit, dans la façon dont on procède avec notre agence, c'est que la créa, elle est automatiquement coupée une fois qu'elle a dépensé un certain budget. Ouais. Et après, on prend la décision de est-ce qu'on la réactive en scale ou est-ce qu'on la réactive pas. Vous faisiez que nous, je sais que quand on fait du testing créa, si on a une créa qui marche bien, on va la scaler dans la campagne même directement. Ok, là en vrai, c'est un débat. C'est un débat aussi. Moi, si tu veux juste ma structure de compte, oui, j'allais dire. J'ai une campagne en ABO, un ad set, c'est plusieurs batchs de créa. Ouais, c'est ça, tu as plusieurs batchs dans ton ad set. C'est ça. Et c'est des V1, V2, V3 C'est 3 hooks différents de la même créa. Voilà, exactement. Par exemple. Donc ça va être des variations de la créa. Tu profites quand même de l'intelligence de méta parce que tu laisses dépenser au sein de l'ad set. Ouais, exactement. Mais tu contrôles le spend de chaque concept. Tu vois. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de tester des concepts différents dans un même ad set. Ça, il ne faut pas le faire. Ou alors tester des angles différents dans un même ad set. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. En fait, dès que tu testes une variable, tu dois avoir un ad set distinct. Mais après, tu vas tester des variations, des itérations de cette variable. C'est ça. Ouais. Et après, si une créa est bonne, on va prendre la meilleure des 3 ou des 4 ou des 5 ou les 2 meilleures, peu importe. On la met dans une campagne en CBO, où il y a entre 3 et 5 ad sets. Ah ouais, t'as quand même pas mal d'ad sets finalement. T'as pas que du broad ou... Du broad, du stacking intérêt, du lookalike. Et en vrai, tu mets des créas. Plus ou moins de trucs. Et tu mets des créas dedans. Et je mets les créas là-dedans. Et l'autre particularité, c'est que si la créa que je viens de rajouter dans la campagne de scaling, elle ne dépense pas, parce que des fois, elle ne dépense pas, même si elle était bien en pré-launch, je vais la scaler dans l'ad set de test. Dans l'ad set de test directement, voilà. Donc, si je ne veux pas perdre de temps, je pourrais me dire, bon... Même des testings, tu les fais en conversion, tu ne fais pas en trafic, donc c'est logique. Ouais, c'est ça. Ça va aussi faut faire attention. Et qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre par rapport à tout ça Oui, quand tu dépenses beaucoup sur Meta, il y en a qui disent, ouais, mais tu peux avoir plus de 4 à 6 créatives. Est-ce que tu crois à ça aussi ou est-ce qu'au contraire, vous préférez limiter le nombre de créatives dans un ad set? C'est une bonne question et grosso modo, je crois que tu as une limite par ad set de 50 imposée par Meta. Oui, évidemment. Ça, moi, je vais jusqu'à ces 50 s'il faut. 50 d'un seul coup? En vrai, okay, donc là, en vrai ce que j'ai remarqué, c'est que Meta, il dépensera genre 80% de ton budget sur 3-4 créas. Ouais. Mais moi, je préfère le nourrir de 15-20 créas. Voilà, t'as pas peur de mettre beaucoup de créas actives et de le laisser gérer finalement. Parce qu'il y a, après, faites pas ça si vous avez peu de budget. Faites-le si vous avez vraiment beaucoup de budget et que vous avez des CPA qui vous permettent d'avoir 10 créas actives et potentiellement d'avoir une conversion par créa sur une journée. Ce que je peux conseiller aux gens, c'est essayer de viser 15-20 créas si le budget vous le permet et que votre équipe vous le permet, 15-20 créas. Et genre, au-delà de 20, ça commence à être un peu beaucoup. Oui. Si tu prends une nouvelle créa et qu'elle vient enrichir la nouvelle campagne, coupe la 15e la plus nulle, quoi. Oui, je vois. Ça fait un moment qu'elle dépense. Je vois. Ouais, et t'as un type là sur à quel moment couper une créa. S'il y en a qui vont dire oui, ça marche plus pendant 3 jours, je coupe, ça marche plus pendant 7 jours, je coupe. Est-ce que tu as des règles aussi? Ça dépend de ce que tu as à côté. Ouais. Si tu as une créa qui marche pas, mais c'était ta top spender. Ouais. C'est ça. Peut-être que tu es obligé de serrer les dents. Ouais. Et peut-être qu'elle va remonter. C'est ça. Et en fait, si t'en as qui back, là, en fait, tu coupes dès qu'elle est en dessous de... Genre, généralement, si pendant 3 jours, elle est en dessous de mon ROS break-even, elle dégage. Si pendant 3 jours... Ouais, c'est logique, c'est ça. C'est un ROS break-even à 2, et pendant plus de 3 jours, ou 3 jours, elle est à 1, tu finis par la dégager, même si sur 7 jours ou sur 10 jours, elle était bonne. Si j'ai à côté, j'ai de quoi backer, ouais. Et surtout... si le reste des stats sont descendus. Ça aussi, ouais. En fait, il faut essayer de comprendre si ta créa est nulle et qu'elle était bien, pourquoi elle est nulle. Ouais. Les stats te le disent. Oui, ce CTR a diminué. Qu'est-ce qui s'est détérioré? Si c'est juste le taux de conversion qui se détériore alors que tout le reste est bon, je vais me dire, 3 jours, ok, il y a peut-être eu... tu vois. Mais bon, si ça fait quand même 1 semaine, 2 semaines que tout est bien sauf le taux de conversion, elle va virer. Ouais, ça aussi, c'est un bon type que tu donnes là. C'est que parfois, on a tendance à oublier le taux de conversion et se dire, en fait, le problème, c'est pas la créa, c'est le site ou c'est la saisonnalité ou c'est. Ouais, c'est ça. T'as des variantes dans la semaine, dans l'année, dans le mois. Ouais, c'est ça. Surtout dans le mois. Il y a toujours des variantes. Après, tout le temps. Enfin, nous, par exemple, les mois d'octobre, c'est pas les meilleurs. Ça fait 3 années de suite. Ok.
Black Friday, pour nous, c'est pas un truc... Vous faites un Black Friday ou vous ne faites pas, non? Nous, on se calme pendant Black Friday. Okay. On va pas... On est déjà au prix juste, tu vois. Les week-ends sont meilleurs. Les lundis sont pas fous. Les débuts de mois, fin de mois, quand il y a le salaire, sont meilleurs. Toujours ça, les salaires, c'est incroyable. Sur quasiment tous les e-commerçants, ça fait un effet. C'est bête, hein, mais que ce soit des petits produits ou des gros. Du coup, tu régules parce que tu le sais. Et il y en a peut-être qui vont se rendre compte que non, parce que leur audience, c'est tel truc, ils sont pas du tout impactés par le... Je pense que si tu as une audience qui a du pouvoir d'achat, tu n'es peut-être pas impacté par... Oui, c'est très dans le luxe, mais vraiment sur plein de produits, je remarque que ça a un effet. Pas. Ok, on a déjà pas mal parlé sur la partie stratégie créa et sur 900K. Genre, comment s'est passé 2024? Là, on a à la fin de l'année. Est-ce que vous avez réussi à scaler avec tout ce que vous faites? Alors, 2024, du coup, c'était dur, comme je l'ai dit, parce que du coup, quand on scale, tu dois faire plus de créa. Mais en vrai, on s'en est bien sorti. Et j'ai regardé les chiffres quand tu m'as envoyé les questions. Oui, bien sûr, je t'ai envoyé les questions. Grosso modo, sur 2024, on a fait plus 50% sur le budget. Ouais, c'est ça, c'est quand même pas mal, plus 50% sur le budget. Vous partez pas de zéro, quoi. Dont 20% en France. C'est-à-dire que en fait, c'est plus 50, c'est parce qu'on a lancé l'Italie. On a lancé plusieurs pays, l'Espagne et l'Italie, mais on a décidé de scale l'Italie. Du coup, ça nous a aidé à dépenser plus. Mais en France seulement, on a fait plus 20%. Ok. Rapidement, là, sur le fait de lancer un nouveau marché, est-ce qu'il y a des choses que vous avez mis en place en créa, des raccourcis que vous aviez utilisés sur ce qui marchait bien en France? Est-ce que ça a été fonctionnel? Ou au contraire, il y en a qui me disent non, vaut mieux repartir de page blanche, ou on peut récupérer quelques concepts et puis après commencer à construire une toute nouvelle stratégie pour le pays. Comment vous avez fait ça, vous? Au début, IA. C'est-à-dire que je prends les meilleurs créas, je les fais en IA. Ok. Trop fort. Et en IA, genre, il va parler en italien à la place d'Emeric. Ouais, c'est ça. Même l'UGC, il va parler en italien. Moi qui suis sur un podcast, je vais parler en italien. Et t'as quel outil là qui tu peux conseiller là-dessus? À l'époque, j'avais utilisé rask.ia, rask.ia. Mais aujourd'hui, on fait un mélange entre Eleven Lab et Agen. Mais en gros, si tu as une créa et que tu veux juste changer les lip sync, rask.ia. Si tu veux créer un truc à partir de zéro et tout, Eleven Lab et Agen, tu peux débrouiller à faire des trucs un peu sympas. Et donc, il y avait une partie IA. Ensuite, on a reproduit nos meilleurs créas avec des vrais créateurs UGC. Ouais, d'Italie, ouais. Ouais, c'est ça. Et ensuite, ça, c'était la deuxième étape. Et ensuite, on a fait des vrais créas en Italie. Ok. Tu vois, genre on a essayé de trouver des learnings. Quelle est la différence entre l'Italie et la France? Ouais. Et en vérité, on n'en a pas trouvé tant que ça. C'est vrai? Mais ça peut être cool. Finalement, le marché marché italien répondait aux mêmes arguments. Ouais, franchement, ouais. Au début, je me disais peut-être, j'ai l'impression que les Italiens sont plus sensibles à la beauté de la créa. C'est ce que j'entendais, c'est ce que je voyais, mais au final, pas trop, tu vois. Donc en fait, là, notre dernier winner en Italie, c'est on a pris un créateur UGC et on a fait la même chose qu'avec Emeric. Ok. Donc vraiment, la même créa. Il est assis, il fait « Che tonto conci », et c'est la même chose que notre créa qui marchait bien en France. Ok, mais sauf que c'est un créateur et pas Emeric. Voilà, c'est un créateur italien. On avait fait la même chose avec une meuf, ça avait marché, mais pas très longtemps. Après, on l'a fait avec un autre, c'était un gars. Mais là, du coup, Emeric, il parle pas italien, mais donc, du coup, tu dois passer par. Si, il parle italien. Il parle quoi? Il apprend l'italien. Et du coup, il a fait des créas en italien? Non. Ok, d'accord. Mais bon, disons qu'il parle pas italien et que du coup, tu le fais avec l'IA. Est-ce que son visage marchait particulièrement bien, parce que je sais qu'Emeric, il se présente pas forcément comme le fondateur de la marque. En tout cas, pas sur tous les créas que j'ai vus. Il y en a plein où j'ai vu qu'il se présente pas comme le fondateur. En tout cas, il se présente pas parce que j'ai pas envie de dire je suis Emeric, je suis le fondateur de la boîte. Voilà. Mais on finit par le comprendre. J'ai créé 900K et à force de le voir, on comprend. Et est-ce que ça, en Italie, ça marche mieux que les autres créateurs ou... Non, ouais, justement, très bon point. Les Italiens, ils s'en foutent et justement, ils aiment pas savoir que c'est un truc français. Ah ouais, c'est qu'il y a quand même cette rivalité. Ouais. Et je crois que c'est la cosmétique française en Italie qui a pas bonne réputation. Enfin, en gros, on a recruté une personne qui s'appelle Giada, qui est italienne de naissance, qui est née en Italie, qui a fait ses études en Italie et tout, et qui parle français, et qui bosse avec nous du coup, qui est créatif stratégiste / plein d'autres trucs. Et du coup, elle me disait que apparemment, les Français, ils n'ont pas bonne réputation sur la cosmétique en France, en Italie. En Italie, ok. C'est ça, comme quoi ils sont pas très propres, ils puent, etc. Tu vois. Et du coup, je dis pas forcément que Made in France, je suis le fondateur, etc. Ok, d'accord. Et c'est pour ça qu'on a pris un vrai Italien cette fois. Et je crois que c'est lui qui dit. Et du coup, on a créé. Il dit pas. On a créé, c'était Batonnel. Là, c'est un vrai Italien directement, c'est mieux. Ok. Ouais, voilà. Intéressant. Bon, en tout cas, j'avais pas pensé à ça. Qu'est-ce que j'allais te dire? Quel type de contenu vous avez produit en 2024 sur Meta? Tout, hein. Est-ce qu'il y a des choses vraiment nouvelles par rapport à 2023 ou ça reste dans la même lignée? Je crois qu'on a bien... en 2024, je crois que c'est là qu'on a fait des faux podcasts. Avec l'IA, tu veux dire? Non, les faux podcasts comme ça. Enfin, là, c'est pas un faux podcast, mais on s'entend. C'est-dire que là, c'est un vrai podcast. C'est un vrai podcast, mais... Le faux podcast, c'est si on est là et on fait genre c'est un podcast, mais en vrai, c'est un podcast, mais c'est pas un podcast. Tu vois. Ouais, 100%. Voilà, c'est ça. Donc, je crois qu'on a fait pas mal de podcasts en 2024. Les micro-trottoirs, je crois que c'était en 2023.
Qu'est-ce qu'on a fait? On a testé un peu des sketchs. Peut-être que tu en as vu passer des trucs très drôles. Je n'ai pas forcément vu passer. Il y a une vidéo qui était genre, par exemple, sur les législatives. C'était un sketch, moi je te montrerai. Ok. Ça n'a pas trop marché. Donc, et après, qu'est-ce qu'on a fait plus? En vrai, on a fait des trucs avec des humoristes. C'était cool, tu vois. On a une marque qui est colorée, qui est fun, donc on fait des trucs avec des humoristes. Et en vrai, après, on a continué de faire ce qu'on faisait déjà. Et je crois que j'oublie rien. Si, après, j'essaie de faire de plus en plus de trucs motivationnels. Ok. En fait, c'est un format que j'appelle aspirationnel. Ok, ouais. C'est des trucs où on essaie de donner de l'émotion. De base, je le faisais pas vraiment. J'essaie de transmettre de l'émotion, justement. La vidéo, ok les gars, on a fait une dinguerie. Tu vois, c'est avec la vidéo, c'est genre, ok les gars, on a fait une dinguerie. 5 ans plus tard, on s'est rendu compte que les gels douches de grandes marques sont tous remplis de plastique, blablabla, tu vois, avec un truc épique, musique épique et tout, tu vois. Trop fort. Et ça donne de l'énergie, ça. Et beaucoup de choses dans la rue aussi. Ok. Des micro-trottoirs, des faux micro-trottoirs. Des faux micro-trottoirs, ouais, dans quel sens? Genre, en gros, il y a le micro-trottoir qui est le vrai, c'est-à-dire qu'on interroge les gens. Là, et le faux micro-trottoir, je le cache pas. Et en fait, ma collègue, elle pitchera. En fait, un vrai micro-trottoir, tu as l'avantage de l'organique. Ouais. C'est très naturel. Ouais, la personne, elle est surprise. C'est ça. Mais le pitch, il est moins bon parce que tu rebondis sur ce que l'autre te donne. Ouais. Et sur un faux micro-trottoir, typiquement, c'est moi qui va voir ma collègue avec le micro jaune. Ouais. Et en fait, je lui demande d'abuser ses réactions. Et les gens le voient, mais ça marche quand même. Ça marche quand même, ok. Ah, c'est ça. Et là, je suis en mode ouais, à ton avis, c'est quoi le premier ingrédient dans les douches? Elle fait en mode ah bah, j'ai cru voir que c'était de l'eau. Ouais, exactement. Tu sais combien de pourcentage dans les douches? 80, je crois. Et en fait, elle fait ah ouais, c'est fou et tout. Elle abuse un peu et tout. Et ça marche bien. Et ça marche bien quand même, ouais. ok. Les trucs en POV, c'est pas mal. Ouais, les POV, nous aussi, cette année, on a vu pas mal de bonnes perfs sur les POV. Ouais. Mais là, ça dépend de POV. J'ai une définition différente des gens. J'ai l'impression que les gens, quand je dis POV, ils disent POV, 2 points. Oui, non, c'est là que c'est point de vue, c'est quand tu vois pas la personne, voilà, tu vois les mains et tout. POV, exactement. Ok, d'accord. Ouais, là, filmer là et tu fais des trucs là. Trop fort. Tu vas dans la rue. Tu fais... Et ça, qu'est-ce que tu peux le faire pour tous les produits je pense qu'en soi, oui. Hein, tous les produits utilitaires, oui. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, j'ai juste j'allais dire même les services, tu peux pas, mais en fait, les services, si, tu te mets déjà dans la position du truc. Ouais, c'est ça, tu peux toujours te mettre dans la position de la personne qui profite du produit ou du service. C'est ça, le truc du POV, c'est de se mettre dans les souliers de l'utilisateur, directement. Ouais, voilà. L'utilisateur ou le mec qui prépare la commande, ou le fondateur qui se rend compte d'un truc, ou le CM qui va pitcher. En fait, juste, c'est une façon de changer, de mettre sa caméra ici ou sur sa tête. Ouais, je vois. Eh bien... Écoute, on a fait pas mal le tour. Je regarde si j'ai encore des questions vraiment particulières à te poser, parce que je vois qu'il est un peu l'heure. Mais comment trouver un bon créatif stratégiste? Comment est-ce que tu peux trouver un bon stratégiste aujourd'hui? Est-ce que c'est un métier nouveau en quelque sorte? Tu sais pas trop si c'est un média buyer ou si c'est un média buyer plus? Ça, sans déconner, c'est la question que j'ai genre tous les jours sur LinkedIn. Ouais, bien sûr. Et en fait, c'est bien parce que les gens, depuis 2 ans, ils se rendent compte de l'importance de la créa. Et en fait, il y a peu de créatifs stratégistes. Déjà, qu'est-ce qu'un bon créatif stratégiste? Ouais, on l'a vu. Pour moi, c'est un mec qui a... Alors, un bon créatif stratégiste, il sait faire de la créa, c'est-à-dire marketing. Ouais. Et il a des bases en media buying. Du coup, il te faut les deux. C'est cette combinaison-là qui est rare. Et du coup, j'ai réfléchi en fait à où est-ce que tu formes, où est-ce que tu veux que le mec l'ait déjà. Ma réponse, c'est que le media buying, c'est long à apprendre. C'est très chronophage, j'ai l'impression. Pour moi, c'est long. Ça reste technique, la plateforme. Ouais, la plateforme mais ça s'apprend. Donc, en fait, là, par exemple, si je prends l'exemple des deux personnes qu'on a recrutées ou qui sont devenues créatifs stratégistes, et en fait, je les ai grosso modo formés sur la partie analyse des perfs. Donc, pour moi, en fait, ça se forme. Donc, en fait, on a recruté des gens et on a fait monter en compétences des gens qui n'avaient pas forcément de notion de comment, qu'est-ce qu'une bonne créa en termes de chiffres, mais tu fais monter en compétences là-dessus. Ouais. Mais il faut que c'est des gens qui, en fait, il faut qu'ils aient un bon cerveau. Il faut quand même qu'ils aient un bon cerveau et qu'ils aient des bonnes idées. Ouais. Un bon créateur stratégiste, c'est soit un mec qui est capable d'avoir énormément d'idées, mais il va falloir le faire en sorte qu'il réussisse à se concentrer sur des idées qui marchent. Soit un mec qui est très observateur. Moi, par exemple, je ne suis pas du tout créatif. Ça étonne les gens. Mais je suis très observateur. Dès qu'il y a un truc qui marche, je sais ce que je vais faire pour le reprendre. Ouais. Moi, je suis pareil que toi. Alors que d'autres gens vont avoir 40 idées et tout. Donc, en fait, pour moi, n'importe qui peut devenir créatif stratégiste. C'est ce que j'allais dire. N'importe qui peut le devenir. Ouais. Ça dépend un peu de ton type de personnalité. C'est vraiment ça. Mais tu seras un créatif stratégiste différent. C'est ça. Je suis d'accord. Tant que tu as de l'empathie et que tu es curieux, pour moi, tu peux être un créatif stratégiste parce que tu peux apprendre et tout. Et en fait, si tu veux recruter un bon créatif stratégiste, soit généralement... tu peux trouver des mecs qui ont fait du drop à l'ancienne, qui ont déjà testé des créas, mais ils sont pas tous si bons que ça, mais ils ont au moins une longueur d'avance sur des gens qui ont jamais fait media buying. Ouais. Après, des mecs qui ont travaillé en agence, mais bon, généralement, ça dépend des agences. Il y en a, ils sont totalement à côté de la plaque, il y en a, ils sont dedans. Ouais. Du coup, ça dépend. Et sinon, là, je suis en train de bosser sur une formation qui, j'espère, sort fin janvier, où là, je lâche tout ce que je sais. Et ça va être masterclass. Allez, super chaud. C'est un exercice qui est très dur, mais c'est très, très stylé. Et où est-ce qu'on retrouve ça, du coup ?
En gros, fin janvier, si vous me suivez sur les réseaux, Ruin Sama. Sur LinkedIn. T'auras l'info, ouais. Là, j'ai essayé de créer une communauté school, où je rassemble plein de créateurs stratégistes, des mecs qui touchent à la créa. Si tu veux la rejoindre, tu la trouveras. C'est un grand plaisir. Creative Lab sur School. Tu m'en as parlé ou je crois pas, non. Non, tu m'en as pas. Donc, c'est Creative Lab, mais c'est quoi? C'est un Discord ou en fait, School, c'est un truc, ça ressemble à un Discord, c'est une communauté. School avec un K, c'est Hormozy qui finance ça. Ah oui, j'ai déjà entendu. Ouais, en fait, c'est une communauté qui s'appelle School. Avec un K, tu peux chercher plein de communautés. Il y a une communauté qui s'appelle Creative Lab que j'ai créée. Et donc, j'essaye de partager des idées. J'incite les gens à partager des concepts qu'ils ont trouvés, des créas qu'ils ont trouvés. Et le but, c'est de créer une communauté où, genre, je sais pas, t'es nouveau dans le game de la créa, t'as fait une nouvelle créa, tu la mets là-dedans, et puis un mec un plus avancé que toi, il va dire ah bah tiens, ça j'aime pas, tu vois, et chacun va apprendre. Et en fait, le but, c'est que au début, je me disais les gens vont se voler les créas, mais en fait, si t'es pas concurrent direct, c'est bon parce que si lui il sort un concept qui a marché, moi je peux le reprendre, ça va pas vraiment lui faire concurrence. Exactement. Et pareil, tu vois. En fait, j'essaie de créer un peu de communauté comme ça, et c'est là-dedans que je vais communiquer ma formation. Ok. Creative Lab sur School avec un K. Exactement. C'est ça? Ouais. Ok. Bon, c'est un lien, tu me donnes et. Vas-y, avec plaisir, trop cool, merci. Écoute, un grand merci d'être venu. Écoute, on se a fait reparle. Le tour, ça, t'as kiffé, les gens ont kiffé? Ah bah j'espère que oui. D'ailleurs, abonnez-vous si vous avez kiffé la vidéo parce qu'on en fera d'autres en studio avec des personnes comme Ruin qui sont super bons dans leur métier. Mais ouais, j'ai eu tout ce que je voulais et c'était un grand plaisir de t'avoir et je te souhaite une très bonne année 2025. Avec plaisir, merci toi aussi, bonne fête d'avance. Merci.